Salut à tous les amis, bienvenue sur Formula Wrestling, ici Tom, et on se retrouve pour un nouveau F1 débrief. Alors je vous avais prévu un F1 débrief la semaine précédente, mais il se trouve que, pour des raisons tout simplement logistiques, je n'ai pas pu faire cette vidéo. En tout cas je l'avais tournée, mais je n'ai pas pu la poster pour des raisons voilà, logistiques, personnelles, sur la chaîne. Et donc du coup j'ai préféré pour vous poster celle-ci. Donc celle-ci qui est du coup le F1 débrief spécial Grand Prix du Qatar, donc week-end du Grand Prix du Qatar 2021. C'est du coup la 20e épreuve du championnat du monde de Formule 1 cette saison. La 20e épreuve qui du coup succède au Grand Prix du Brésil, c'est la fin du triple header depuis Mexico, depuis fin octobre. Non, depuis début novembre, pardon. Depuis début novembre, quand nous étions chaque week-end accrochés à notre télé pour regarder un Grand Prix de Formule 1, et je dois vous avouer que si c'est bien pour nous, en tant que fans, si on est vraiment heureux de regarder la Formule 1, c'est très fatigant pour les mécaniciens et pour les pilotes, qui eux ont dû faire du voyage, et pas mal voyagé, entre le Mexique, le Brésil et le Qatar, ça a dû être très très difficile pour les organismes. Et donc cette pause de semaine, je pense qu'elle va faire du bien aux équipes. Ensuite, ce week-end qui est donc du coup la 20e épreuve du championnat du monde de Formule 1, s'est déroulé plutôt du coup sur le circuit international de Losail au Qatar. Donc c'est si je dis pas de bêtises, en dehors de Doha. Donc c'est pas loin de Doha, de la ville de Doha, qui sera d'ailleurs le centre l'épicentre plutôt du début de la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu du coup au Qatar en hiver. Et donc on a eu pour cela une présentation de la Coupe du Monde. On a même eu le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui s'est pointé sur la grille de départ du Grand Prix du Qatar. Et c'était vraiment cool à voir, de voir que le président de la FIFA et le président de la FIA s'entendaient très bien, et qu'ils étaient du coup en pleine cérémonie du coup d'introduction pour ce Grand Prix du Qatar. Voilà, donc c'est un circuit qui est composé de 16 virages. 16 virages qui fait une longueur de 5 km 380. Donc voilà, on a un circuit qui est technique, avec beaucoup de virages. Et c'est un circuit qui a été inauguré du coup en 2004 et qui a été surtout utilisé pour le MotoGP, pour les Superbikes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il a été surtout utilisé pour des motos. Euh, Cette année, il a signé du coup un contrat, enfin le Qatar a signé un contrat avec la FOM, la F1 plutôt, avec la F1 et Liberty Media pour engager une série de Grands Prix du Qatar. Ça a été révélé notamment par le, le, le- le commentateur belge Gaëtan Vigneron. Je ne sais pas si vous regardez la F1 TV ou si vous regardez la RTBF. Je vous salue tous les francophones qui me suivent, puisque je sais que je ne suis pas suivi que en France. Donc voilà, c'est un vrai plaisir d'être suivi ailleurs par d'autres personnes qui sont francophones, et notamment les Belges. Si vous me regardez, je vous salue. Je vous salue, un grand salut. J'aime beaucoup votre commentateur de la RTBF, le commentateur belge Gaëtan Vigneron. Du coup, oui, c'est lui qui a révélé que finalement, la F1 avait signé un contrat avec le Qatar, tout simplement, pour l'organisation de Grands Prix de F1 au Qatar. Mais ces Grands Prix auront lieu à partir de 2023, si je dis pas de bêtises. Il n'y aura pas de Grand Prix l'année prochaine, puisque l'année prochaine, en 2022, tout sera centré sur la Coupe du Monde de football. Donc voilà, le Qatar sera très occupé dans cette partie. Donc voilà comment je vais structurer du coup ce petit débrief. Comme je vous ai dit, c'est un débrief de week-end. Je voulais faire ça lors de l'épisode du Brésil, mais voilà, j'ai pas pu le faire. En plus, la vidéo était très longue, donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose de plus court possible. Donc voilà comment ça va se passer. Dans un premier temps, je vais parler du coup des qualifications. Puis ensuite, je vais parler de la course. Et ensuite, je donnerai mon avis et ce qu'il faut retenir de ce week-end, surtout de ce Grand Prix de Formule 1. Alors qu'on approche du terme, on est à 3 courses du terme, à 2 courses du terme, pardon, c'est déjà beaucoup, 3 courses, hein. 2 courses du terme, puisqu'il nous reste du coup Jeddah, qui aura lieu dans 2 semaines, et puis il nous reste le Grand Prix d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Alors parlons des qualifications. Alors pas grand chose à raconter du début des qualifications, si ce n'est que George Russell, Mister Saturday Night,
Saturday Night au Qatar, mais vous m'aurez compris, Mister Saturday Qualifying, Mister Qualification, a réussi encore une fois à se hisser en dehors de la Q3, donc c'est vraiment extraordinaire. Il a réussi, de la Q1, pardon. Il a réussi à sortir de la Q1, pardon, j'ai confondu Q3 et Q1, mais bref. Euh, il a réussi du coup à s'extraire de la Q1 de façon assez correcte. Il a fini 15e. Donc voilà, Monsieur George Russell réussit encore à faire des belles performances, ce qui contraste avec la mauvaise performance des Alfa Romeo qui sont en chute libre. Ensuite, en Q2, on a eu Charles Leclerc qui a été surpris, qui ne s'était pas qualifié pour la Q3, tout simplement. Charles Leclerc, il était perdu à la radio, il a dit je ne sais pas, je suis perdu, no idea, je n'ai aucune idée. Voilà, on a la Ferrari qui semblait en difficulté en qualification, et le Charles Leclerc ne savait pas comment trouver la vitesse qu'il fallait. Alors c'est bien dommage, puisque voilà, chez Ferrari, on le sait, en 2019, ils étaient extrêmement forts, et le fait de venir au Qatar, après cette année 2020 qui a été difficile, et cette saison qui semble sourire un petit peu au rouge, puisque Ferrari est troisième du championnat, en lutte avec McLaren, c'est sûr que cette 11e place, ou cette 12e place, non 13e place, pardon, de Charles Leclerc n'est pas positive, en tout cas pour les qualifications, mais vous verrez qu'après, en course, ça va changer, et ça va changer en bien. Ensuite, on a Fernando Alonso, alors Fernando Alonso qui s'est qualifié P3 en Q2, donc il annonçait déjà la couleur, si vous voulez, pendant les qualifications, là, Alpine qui était presque dans le rythme, pratiquement, et on a eu une autre surprise, après l'élimination de Leclerc en Q2, on a Sergio Pérez qui est éliminé en Q2 et qui s'élancera de la 11e place en qualification, donc après la séance de qualification. Et donc voilà, c'est aussi une surprise puisque la Red Bull est quand même assez performante. Quand on voit les performances de Verstappen, on peut, en plus de son talent, se dire que la Red Bull est extrêmement forte. Là, Pérez a été lancé dans un mauvais trafic, il a été lancé très tardivement, je pense. En tout cas, c'est ce qu'il semblait dire. Et eh bien, du coup, il a fini 11e en qualification. Ensuite, en Q3, bah, on a eu le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui s'est qualifié du coup en P1 avec une minute, un temps incroyable en 1:20,827, donc un très très bon temps, suivi par Verstappen P2, Valtteri Bottas P3, Fernando Alonso P4, euh, pardon, Pierre Gasly P4, j'allais le dire, et Fernando Alonso P5. Moi qui suis fan de Fernando Alonso, j'aurais bien voulu qu'il se qualifie P4, mais ce n'est pas le cas. Pourtant, c'est la 5e place, c'est une très bonne position pour l'Alpine, hein, face quand même aux deux Mercedes et une Red Bull, c'est très très bien pour la Alpine. Et puis on a eu un incident en fin de qualification. Alors Pierre Gasly qui a roulé sur un vibreur et du coup son pneu et son aileron s'est cassé et est venu taper contre le pneu avant droit, si je dis pas de bêtises, et le pneu avant droit a crevé. Et donc ce pneu avant droit qui a crevé, eh bien a causé un incident, surtout juste après qu'il ait dépassé la ligne d'entrée des stands. Et donc Pierre Gasly a dû ralentir, ce qui a causé un drapeau jaune et même un double drapeau jaune. Et pendant cette séance de qualification, certains pilotes n'ont pas ralenti. Alors c'est le cas de Valtteri Bottas, mais ça a été aussi le cas de Max Verstappen. Et donc, euh, les deux pilotes se sont réveillés le dimanche et ont été convoqués chez les commissaires de piste, chez les commissaires plutôt. Et il a été décidé qu'on leur donnerait, alors respectivement à Valtteri Bottas, 3 places de pénalité à Valtteri Bottas pour avoir ignoré le drapeau jaune, et puis Max Verstappen pour avoir négligé le double drapeau jaune et avoir continué sur son rythme. Eh bien, on lui a donné 5 places de pénalité, ce qui du coup nous a changé la grille de départ, puisque ça a permis à, comme vous le savez sans doute, Pierre Gasly, qui était quatrième, passe donc du coup deuxième, et c'est une première ligne d'un pilote français depuis très longtemps, depuis 2012, si je dis pas de bêtises, ou 2013, et c'est la première fois depuis Romain Grosjean, oui c'est ça, depuis Romain Grosjean qu'un pilote français s'élance de la deuxième place, de la première ligne tout simplement, de la deuxième place. Et puis Fernando Alonso qui commence troisième pour la première fois depuis très très longtemps. Il faut remonter à 2013 au moins pour voir Fernando Alonso commencer en troisième position d'un Grand Prix, 2013-2014, à l'époque chez Ferrari. Et donc voilà, Fernando Alonso qui signe alors, grâce à ces doubles pénalités, la meilleure séance de qualification depuis son retour.
Ensuite, du coup, on a la course, on va passer du coup à la course. Et donc, ça a été un super départ de Pierre Gasly et de Fernando Alonso. Pourquoi je dis un super départ? Puisque les deux ont réussi à suivre Lewis Hamilton juste jusqu'au premier, deux premiers virages. Fernando Alonso a continué, comme vous le savez sans doute, c'est un as des départs, le pilote espagnol, et il a réussi à dépasser Pierre Gasly d'une façon osée et très très bien faite pour s'emparer de la deuxième place. Pierre Gasly qui du coup retombe en troisième place. Quelques virages après, Max Verstappen, qui a commencé septième, a réussi à remonter, à grappiller les places. Et au deuxième tour seulement, Verstappen est quatrième, derrière Pierre Gasly et Fernando Alonso. Et celui-ci dépassera Pierre Gasly assez facilement. Alors je ne sais pas s'il y a eu des consignes d'équipe chez AlphaTauri pour laisser passer Max Verstappen, mais mais c'est clair que il y a eu quelque chose, peut-être, je sais pas. Moi, je n'ai pas vu ça comme ça, puisque d'après moi, Pierre Gasly a commis une erreur, et du coup, si cette erreur-là, en sortant d'un petit peu de la piste au virage, je crois que c'était au virage 14 ou 15, juste avant la ligne droite, euh, que, euh, que Max Verstappen lui est passé devant. Max Verstappen qui dépassera du coup Fernando Alonso assez rapidement, puisque il le dépassera au tour 5 pour s'emparer d'une deuxième place qui ne lâchera pas le pilote néerlandais qui semblait avoir le rythme face à Lewis Hamilton. Et à partir de là, la course sera, on va dire, bloquée entre la première et la deuxième place. Donc voilà, Lewis Hamilton ne sera jamais inquiété tout au long de la course, si vous voulez. Pareil pour Verstappen, il ne sera pas inquiété le reste de la course puisqu'il réussira à prendre son envol, alors que Fernando Alonso, lui, en troisième, aura des duels. Alors il aura des duels avec Valtteri Bottas, oui, non, excusez-moi, avec Sergio Pérez, plutôt. Euh, Sergio Pérez, puisqu'au tour 29, on a notamment un duel entre Sergio Pérez et Fernando Alonso en lice pour la P3. On a aussi quelque chose que je n'ai pas dit, c'est Valtteri Bottas qui a fait un mauvais départ. Valtteri Bottas qui a chuté et qui finira d'ailleurs par crever un de ses pneus. Il voit son pneu avant gauche éclater et du coup il finit par devoir rentrer par la case stand et finit par abandonner le pilote finlandais qui était resté tout au long enfin, les 30 premiers tours, hein. Je crois qu'il s'est arrêté au 29e ou 30 tours, au 30e tour, je sais plus. Et donc voilà, ces pneus n'ont pas tenu, et surtout, c'est un circuit dont je n'ai pas forcément parlé au tout début, mais c'est un circuit qui a comment ça s'appelle, des vibreurs, double vibreur finalement. Ils ont un vibreur rouge et blanc que vous voyez d'habitude, hein, le célèbre vibreur qu'on voit sur les circuits. Et puis, au-delà du vibreur rouge et blanc, on a une partie verte qui est rainurée, en fait, et qui c'est un peu un double vibreur. C'est cette partie verte rainurée où les pilotes venaient avec leurs pneus passer dessus. Et eh bien, je pense que ça a beaucoup usé les pneus, et c'est ça qui a fait que, parce que c'était présent dans pas mal d'endroits dans la piste, c'est ça qui a causé, je pense, les crevaisons, parce que les pilotes, sous la fatigue, sous la force quand même de conduire une F1, conduire une F1, c'est pas donné à tout le monde. Et donc sous l'effet de tout ça, eh bien, ça a causé des crevaisons. Là, c'était le cas pour Valtteri Bottas, qui du coup n'a pas fini la course, ce qui a favorisé Fernando Alonso, on va pas se le cacher, et Sergio Pérez, et les pilotes qui se battaient pour la troisième place. Et puis au tour 42, on a un tournant de la course au tour 42, suite du coup à l'abandon de Valtteri Bottas et à sa crevaison. Eh bien, chez Red Bull, sachant que Pérez se plaignait déjà de vibrations, eh bien, il décide de faire rentrer au stand Sergio Pérez, et là, ça va être un tournant de la course, puisque Fernando Alonso s'était arrêté une seule fois, il s'est arrêté une seule fois tout au long de la course, hein, une seule fois, pour mettre des pneus durs, et Pérez, lui, s'est arrêté pour mettre des pneus tendres, non, pas des pneus tendres, des pneus médiums, excusez-moi, c'est des pneus jaunes, des pneus Pirelli jaunes, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les pneus tendres, les pneus médiums, pardon, je suis toujours en train de confondre la couleur des pneus, bref. Donc il met des médiums, les pneus jaunes, et du coup c'est le tournant de la course, puisque dès qu'il sort, en fait, il se retrouve derrière Esteban Ocon et le pilote britannique Daniel Ricciardo, je crois. Daniel Ricciardo, oui, qui était pour McLaren, qui a dû du coup abandonner. Euh, Sergio Pérez qui du coup va lutter contre Esteban Ocon pour le prix de la cinquième place,
la cinquième, la quatrième place, je crois. Quatrième place, ouais. Puisque le pilote McLaren finira rapidement par abandonner. Et lors de son duel contre Esteban Ocon, on a notamment Fernando Alonso qui demande à la radio un petit message assez drôle dans lequel il dit, eh bien, dites à Esteban Ocon de lutter comme un lion. Euh, et c'est ce qu'il a essayé de faire finalement, le pilote français, même si c'était très difficile puisque il était avec une voiture et une monoplace qui avait des pneus déjà assez usés, et surtout il était face à une Red Bull qui est parmi l'une des meilleures monoplaces du championnat, et surtout la Red Bull avait des pneus neufs, des pneus médium neufs, et donc du coup elle roulait beaucoup plus vite que Esteban Ocon, la Red Bull, et plus rapide que la Alpine à ce moment-là de la course. Et donc voilà, Sergio Pérez a fait un très très bon dépassement d'ailleurs. On a cité un beau duel, et eh bien, il se retrouve à fondre sur Fernando Alonso. Elle se retrouve, après le tour 43, si je dis pas de bêtises, à 14 secondes de Fernando Alonso, et à partir de ce moment-là, eh bien, la différence entre Fernando Alonso et Sergio Pérez ne fera que fondre. Et elle ne fera que fondre, puisque le pilote espagnol est avec des pneus durs qui ont fait pas loin de 32 tours, pas loin de 32 tours, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et pendant qu'il était en train d'essayer de gérer ses pneumatiques, le pilote espagnol, il essayait de courir comme il voulait faire sa course tout simplement. Et son ingénieur lui disait fais attention à tes pneus. euh, Fais attention à tes pneus puisque il faut éviter absolument de rouler sur ces virages, sur ces vibreurs plutôt. Il essayait du coup d'économiser ses pneus, et il savait que en roulant sur les vibreurs dont je vous ai parlé précédemment, ça pourrait être dramatique pour sa course et notamment pour ses pneus, puisque ça pourrait lui faire une crevaison, chose que certains pilotes ont tout simplement oublié pendant la course, puisque sous la fatigue, sous la pression, sous l'adrénaline, bref, sur tout ça, ils ont complètement oublié qu'il y avait des doubles vibreurs et que ça pouvait être pas bon pour les pneus. Notamment, on l'a vu avec Pierre Gasly, ça pouvait aussi attaquer l'aileron avant, puisque en cas de. Enfin voilà, ça pouvait créer des dégâts. Et donc voilà, Fernando Alonso a essayé de gérer sa course. Il l'a super bien géré, on va le dire comme ça. Mais malgré le fait qu'il gère sa course comme il y avait d'autres pilotes aussi qui faisaient comme Fernando Alonso, qui faisaient une course avec un seul arrêt. C'était le cas des Williams. Et on a vu notamment George Russell qui a crevé, qui a fait une crevaison tout simplement. Il a roulé sur un des vibreurs, comme je vous ai dit, et son pneu a éclaté. Et du coup, il a dû changer de pneumatique. Pareil pour Latifi au tour 52. Et là, on commence à se poser la question sous l'effet du retour de Sergio Pérez, est-ce que Fernando Alonso va tenir? Est-ce que Fernando Alonso va réussir à maintenir cette troisième place face à une Red Bull qui montait comme une fusée? Est-ce que Verstappen allait essayer de rattraper Lewis Hamilton? Et finalement, on a vu que non. Il y a eu une virtual safety car, mais entre-temps, au moment de cette virtual safety car, on a eu Max Verstappen qui est rentré au stand pour mettre des pneus tendres et attaquer le meilleur temps au tour, pour essayer de grappiller un petit point, le point du meilleur tour en course. Et puis, on a Fernando Alonso qui a réussi à tenir, à tenir, à tenir. Et grâce à cette virtual safety car, on va pas se le cacher, grâce à cette virtual safety car, il a pu gagner un peu de temps. Mais je pense que ça aurait été très difficile pour lui de résister face à un Sergio Pérez qui semblait venir comme une fusée. Euh, Après, je sais pas, hein, peut-être que les pneus de Sergio Pérez n'auraient peut-être pas tenu face à l'attaque technique défensive de Fernando Alonso, je sais pas. C'est un circuit qui était prévu comme étant très difficile à dépasser. Pourtant, on a vu pendant le Grand Prix que finalement, les dépassements étaient plutôt simples à faire. Et donc voilà, on finit avec du coup une course qui a été super géniale. Franchement, Hamilton qui l'emporte devant Max Verstappen, et on a Fernando Alonso qui finit troisième. On a un super podium, je vous le dis clairement, un podium qui me ravit personnellement en tant que fan de Formule 1. Pourquoi? Parce qu'Hamilton, c'est le septuple champion du monde en titre, parce que Max Verstappen, c'est un homme qui monte en puissance depuis ces dernières années et qui est un pilote extraordinaire et qui mériterait pour moi d'avoir un titre de champion du monde. Et cette année, le duel Hamilton-Verstappen est vraiment au sommet. Et puis on a Fernando Alonso, qui est le double champion du monde 2005 et 2006, qui est de retour au podium pour la première fois depuis 7 ans. Et ça fait extrêmement plaisir, c'est un super podium. Donc du coup, un retour pour Fernando Alonso au podium depuis la Hongrie 2014, vous vous rendez compte, 7 ans. 7 ans,
7 ans, c'est énorme. Entre-temps, Lewis Hamilton a pu gagner 5 ou 6 titres de champion du monde. 5, oui, je crois que c'est 5 titres. Il en a gagné 5 titres entre-temps. Euh, il a gagné 5 titres. Hamilton a gagné 5 titres. Alonso a gagné les 24 heures du Mans et le titre de champion du monde d'endurance. Il a participé aux 500 miles d'Indianapolis une fois et il a raté la deuxième fois. Donc il a participé au Dakar aussi, notamment Fernando Alonso. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses et ça fait énormément de plaisir de voir un pilote du talent de Fernando Alonso accéder au podium. Et ça ne fait que nous poser finalement la question: qu'aurait fait Fernando Alonso dans une monoplace plus performante que la Alpine? Qu'aurait-il fait dans une monoplace comme la Mercedes ou la Red Bull? euh, On ne peut pas dire, mais on peut que se poser la question, est-ce qu'il l'aurait fait? Parce que voilà, c'est vrai que l'Alpine, même si elle avait le rythme, ils ont réussi la troisième place grâce à l'audace et à la stratégie. C'est un effort d'équipe qui a été très très bien mené. Euh, Notamment le fait que voilà, il a fait un seul arrêt, puisque s'il avait fait deux arrêts, je pense qu'il aurait fini derrière Pérez et il n'aurait pas eu ce podium. C'est un podium qui aurait pu lui tendre les bras en Russie et qui finalement ne l'a pas été. Donc voilà, ça a été quelque chose de positif pour le pilote espagnol. Alors mon avis que sur le week-end, après ce petit débrief et qu'on ait parlé un petit peu de la course, voilà, c'est un super week-end, on a eu des belles qualifications. C'est sûr que voilà, ça a été entaché un petit peu par l'accident de, de, euh, de Pierre Gasly, mais de toute façon, Verstappen n'allait pas améliorer. Euh, on a eu quand même un très bon résultat de Pierre Gasly en qualification, malgré qu'il ait chuté en course. Et on a eu Valtteri Bottas qui est venu s'attitrer, on a eu Perez qui a fini 11e. Donc voilà, on a eu des belles qualifications. Euh, mais on a surtout eu une course qui était riche en surprises, avec notamment la deuxième place de Gasly et la troisième place de Fernando Alonso au départ, qui ont réussi à tenir, notamment Fernando Alonso qui s'est retrouvé à un moment deuxième. On a eu des dépassements, on a eu beaucoup de dépassements qui étaient vraiment très très bien, notamment Sergio Pérez qui était extraordinaire, Fernando Alonso notamment. On a eu aussi des beaux dépassements au niveau des Ferrari, au niveau voilà, d'autres pilotes. Et donc on a eu aussi du suspense, puisqu'on ne savait pas si Fernando Alonso allait tenir ou pas à la troisième place, on ne savait pas si Hamilton allait avoir des problèmes, puisque les problèmes de pneus semblaient toucher pratiquement tout le monde. On a eu Bottas qui a eu des problèmes, puis les Williams, puis voilà. Et voilà, donc c'est tout ce que demande le fan de Formule 1. Finalement, il demande de l'excitation, de l'adrénaline, du suspense et de la course à haute intensité. Et là, on a eu, à mon avis, hein, c'est qu'on avis, quelque chose comme ça. Et notamment, on a eu quelque chose qui, pour le championnat, le rend encore plus intéressant, puisqu'il nous reste que deux courses. Et Lewis Hamilton est juste derrière Max Verstappen. La Mercedes semble être dans le rythme, semble être performante, semble être au top. Et la Red Bull semble être juste derrière, mais pas encore à ce niveau-là, puisqu'il a un déficit de vitesse, notamment en ligne droite. Et donc là, ça promet d'être une fin de championnat extrêmement intéressante. Ensuite, on va passer aux enseignements du Grand Prix, du coup, après ce petit débrief et mes avis. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce Grand Prix? Eh bien, enfin, selon moi, hein, bien sûr, hein, ce n'est que mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde, mais voilà, pour moi, les pneus Pirelli ont été à l'amende, notamment dû au tracé et surtout au vibreur dont je vous ai parlé, puisqu'il y a une section, il y avait plusieurs sections où il y avait double vibreur. Euh, donc voilà, il y a les pneus Pirelli qui étaient à l'amende. Mercedes qui est au top avec Hamilton intouchable, hein, ça c'est faut le dire. Hamilton était intouchable, il a très bien piloté, mais surtout sa monoplace était vraiment top. On a Red Bull qui a failli profiter de l'abandon de Valtteri Bottas et qui aurait pu profiter finalement de cet abandon de Valtteri Bottas pour grappiller le maximum de points. Ça n'a pas été le cas puisqu'ils ont fini quatrième avec Perez et deuxième avec Verstappen, mais ils auraient pu prendre la troisième place à Fernando Alonso et grappiller le maximum de points, mais là je pense que c'est pas trop grave. Donc voilà, on a Red Bull qui est à l'affût au titre constructeur. Et ils montrent qu'ils sont présents, Red Bull, ils montrent que, et Mercedes, que voilà, nous sommes là, nous voulons nous battre jusqu'au bout, et on va essayer du bout pour lutter pour le titre de champion des constructeurs, en plus d'aider Max Verstappen. On a Alonso qui est en forme, malgré son âge, et ça c'est très beau à voir aussi. Bon, ça montre par sa détermination que même à 40 ans on peut y arriver. Et voilà, c'est pas évident ce qu'a fait Fernando Alonso. C'est pas évident et voilà, et ça a été tout bonnement
la meilleure course, l'une des meilleures courses de la saison pour le pilote espagnol, qui montre qu'il est en forme. On a aussi le 25-0 de Alpine infligé à AlphaTauri. Ça aussi, c'est quelque chose à noter. Est-ce que c'est un tournant pour la fin de saison par rapport à la lutte pour pour la quatrième place, je crois, du championnat, ou quatrième, non, cinquième place du championnat, pardon, parce que la quatrième c'est McLaren, mais c'est peut-être un tournant pour la cinquième place au championnat, c'est possible, puisque AlphaTauri n'a fait que chuter. Tsunoda est très irrégulier et Pierre Gasly n'a pas réussi à profiter. Il l'a dit lui-même, il n'était pas assez rapide. Et donc voilà, on a AlphaTauri qui pourrait être KO, on ne sait pas, c'est possible, pour cette fin de saison. Ça pourrait être difficile. AlphaTauri qui avait de très bons résultats en début de saison et qui a fait des bons résultats même au cours de la saison, avec notamment Pierre Gasly qui a signé des très bons temps, des très bonnes positions. Et donc voilà, on a finalement aussi à retenir donc ce duel Verstappen-Hamilton qui continue. Grâce à cette deuxième place de Verstappen, rien n'est lâché, les deux pilotes sont au coude à coude, et ça promet d'être intéressant pour les prochains Grands Prix, notamment à Jeddah et surtout à Abu Dhabi. Et puis, on n'en a pas parlé, et je pense que ça n'a pas été trop filmé pendant le Grand Prix, mais les Ferrari, avec leurs résultats, confortent leur avance au championnat en P3. Les Ferrari qui ont signé une P7 et P8 face à McLaren. McLaren qui a signé une 9e place avec Lando Norris et un abandon avec Daniel Ricciardo. Donc McLaren qui a pris moins de points que Ferrari. Et donc la Ferrari, finalement, ils confortent leur 3e place. Et petit à petit, en fait, dans l'ombre, ils réussissent à monter. Et finalement, moi, je suis content. Vous voyez, je suis habillé en Ferrari aujourd'hui. Mais voilà, je suis content de voir que Ferrari, finalement, essaie de remonter la pente. Même si, il faut se l'avouer, c'est pas oufissime. C'est pas oufissime quand même de voir Ferrari 6e, 5e. Et ça dépend des circuits, ça dépend de beaucoup de choses. Et je pense que la Ferrari de l'année prochaine sera peut-être différente. Enfin, elle sera différente dans tous les cas. Mais espérons qu'elle sera performante. Donc espérons qu'on aura une lutte acharnée pour la victoire. En tout cas, on en reparlera un petit peu plus de la saison 2022 plus tard. Je me rends compte que ma vidéo dure 27 minutes, c'est énorme. Et donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça a été long, 27 minutes, c'est très long. Je tiens à vous remercier de m'avoir voilà, de m'avoir suivi et d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée en entier. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié mon petit débrief. Et donc voilà, c'était tout pour ce débrief. Je pense que j'ai mis mon cœur finalement dans ce débrief. On a parlé, on a décortiqué un petit peu la séance de qualification de la course et j'ai donné mon avis et les points à retenir. Et donc voilà, ça a été un très très bon week-end de course de Formule 1 pour nous, les amateurs de Formule 1. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire rendez-vous dans 2 semaines pour le débrief du Grand Prix de Jeddah. Si bien évidemment vous voulez savoir à quoi ressemble le Grand Prix de Jeddah, je peux vous renvoyer vers ma vidéo dans laquelle j'ai pris la Red Bull où comment dire, je n'ai pas mis de réglage particulier sur la Red Bull. Non, non, j'ai pris la Red Bull comme ça, j'ai pas mis les performances égales ni rien. J'ai juste pris la Red Bull comme ça. Je suis allé faire quelques tours au circuit de Jeddah, le nouveau circuit qui a été ajouté sur F1 2021. Et je l'ai mis sur YouTube pour que vous puissiez découvrir si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que beaucoup de youtubeurs l'ont fait. Et du coup, vous avez certainement pu voir, mais j'ai voulu le proposer aussi sur ma chaîne. Comme ça, vous pouvez découvrir un petit peu ce circuit qui est rempli de virages, qui est un circuit à haute vitesse et qui est un circuit, on va le dire, pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de virages, des virages en aveugle, excusez-moi. Et, et donc voilà, c'est un circuit qui va être intéressant à suivre, même si voilà, moi je suis pas extraordinairement fan voilà, du circuit. Ça va être peut-être intéressant à voir, surtout pour le championnat, puisque en cas enfin, peu importe la victoire de Lewis ou Max Verstappen, si l'un des deux abandonne, c'est vraiment comment dire, la fin de la fin pour le titre. Donc ça va être important pour le titre de suivre ce Grand Prix. Merci à vous de m'avoir suivi, c'était Tom, et on se retrouve du coup, comme je l'ai dit précédemment, dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt sur Formula Wrestling, notamment pour d'autres vidéos, notamment sur le catch. Je vais essayer de reprendre Catch Box, et on se retrouve donc du coup très bientôt. Merci à vous, et à la prochaine. Bye!